Ok. Donc, l'intitulé Connaître son excellence, une leçon d'humilité ou Excellence et humilité implique dans un premier temps de définir les concepts et les termes parce qu'il faut qu'on puisse, avant d'échanger, de partager, probablement d'avoir des questions ou des partages ou des apports, il faut d'abord se mettre d'accord sur le sujet sur lequel nous allons partager, discuter, causer, si je pouvais l'exprimer ainsi. Alors, quand on parle d'excellence, effectivement, à Excelar, bien évidemment qu'on entend par là le modèle du MO2I, donc le mode opératoire identitaire et itératif. Donc, c'est déjà très, très spécifique. Donc, ce modèle de connaissance de soi qui n'est pas l'alpha et l'oméga, qui s'intéresse, je dirais, à l'identité de chacun d'entre nous, une identité qui, excusez-moi parce qu'à chaque fois il faut que j'admette les personnes, une identité qui est liée à l'action. Donc la question d'identité, c'est une question éminemment complexe. Le mode opératoire, d'ailleurs, n'a pas la prétention à définir toute l'identité de la personne. Par contre, notre identité dans l'action. Donc, dans le mode opératoire, c'est ça qu'il y a dans ces deux concepts-là. Le mode opératoire étant un modèle de connaissance de soi qui indique la manière, donc la modalité avec laquelle nous sommes opérants, donc nous agissons, nous sommes à l'œuvre, en action et en interaction, je dirais même, avec le monde et l'environnement qui nous entoure, afin de le transformer lorsque la situation, lorsque l'environnement n'est pas aligné en adéquation avec nos valeurs, avec les causes que l'on défend. Il est identitaire parce qu'il se construit entre 0 et 16 ans dans l'interaction du petit garçon, de la petite fille, de l'enfant, avec son environnement, dans une perspective de résilience, dans une perspective de survie, dans une tentative de l'enfant à maintenir sa propre structure. Et l'environnement, le contexte dans lequel chacun d'entre nous a évolué entre 0 et 16 ans étant spécifique, même lorsqu'on grandit dans une même famille, lorsque l'on est au monde, on arrive dans ce monde et qu'il n'y a pas d'autre enfant, c'est pas la même chose que quand on arrive dans ce monde et que dans la famille, il y a déjà un autre enfant. Ça, la présence d'une autre personne change radicalement le contexte. Ensuite, lorsque notre cercle d'influence et d'interaction surtout et de socialisation s'élargit, lorsqu'on va à l'école, on va pas forcément, on n'est pas forcément dans la même classe, on n'a pas forcément les mêmes camarades, on n'a pas forcément les mêmes professeurs, on n'a pas forcément, etc. Donc tout l'environnement dans lequel nous évoluons entre 0 et 16 ans étant vraiment spécifique à chacun, c'est cette singularité, c'est cette spécificité de l'environnement dans lequel nous nous sommes construits, dans lequel nous avons grandi, qui va donner la spécificité, la singularité de notre agir et de notre interaction avec l'environnement. Et ça, c'est le côté identitaire du MO2I. Donc, le premier I renvoie à la notion d'identitaire. Donc, le mode opératoire ou le MO2I, donc je rappelle, s'intéresse à notre manière d'agir, d'œuvrer dans le monde, cette manière que l'on a construite entre 0 et 16 ans, dans une perspective de résilience et de survie et de maintien de notre propre structure. Et ensuite, il est itératif, ça c'est le deuxième I, itératif, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire autrement que la manière avec laquelle nous agissons de façon naturelle. D'ailleurs, on a une expression, je pense que cette expression, on la retrouve dans plusieurs cultures, dans plusieurs langues, dans plusieurs langages. Chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est pas pour rien, en fait, que cette expression existe, parce que elle nous signifie
que la manière naturelle avec laquelle nous interagissons avec le monde est comme un espèce d'algorithme, de logiciel interne qui nous fait agir dans toutes les circonstances de la vie, que ce soit pour des choses qui nous paraissent les plus banales, comme pour des choses qui nous paraissent des plus grandioses, parce qu'ils impactent le monde à une plus grande échelle. Lorsqu'on s'intéresse à la manière dont on fait ces deux choses-là, qui peuvent être voilà, aux deux antipodes, je dirais, de la grandeur en termes d'impact dans le monde, eh ben, nous constaterons que nous agissons toujours et strictement de la même manière. C'est-à-dire que l'on va toujours commencer à collecter l'information de la même manière, c'est-à-dire comprendre la situation, et notre manière de comprendre naturelle, elle ne change pas. Ceux qui ont déjà passé leur excellence le savent très bien. Ceux qui ne l'ont pas encore passé et qui vont bientôt le passer le seront assez rapidement. Tout à l'heure, pas plus tard que cet après-midi, j'étais avec une personne en entretien post-atelier et cette personne, en fait, a pu se prendre elle-même en flagrant délit d'excellence et elle a bien vérifié qu'effectivement, elle ne pouvait pas s'empêcher de collecter ou de comprendre la situation de telle manière, de créer des solutions qui sont toujours de la même manière et puis de mettre en œuvre toujours de la même manière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'excellence au sein d'Excelar. L'excellence voulant signifier dans notre monde à nous le mode opératoire identitaire itératif, le MO2I. Donc un modèle de connaissance de soi qui s'intéresse à notre manière d'agir, et ce modèle ne s'intéresse qu'à ça. Donc on fait pas de psychologie, on ne fait pas de psychanalytique. Lorsqu'on fait le mode opératoire, on s'intéresse juste à notre manière d'agir et d'interagir dans le monde dans laquelle nous sommes en fluidité, en élégance, en puissance. On essaye de comprendre les mécanismes internes lorsque nous sommes capables de réaliser des choses qui, aux yeux des autres, sont incroyables, sont extraordinaires, sont hors normes, qui pour nous paraissent banales. On a l'impression que c'est pas grand-chose, que c'est le métier qui veut ça, que tout le monde fait ça. On a vraiment l'impression, très, très sincèrement, que tout le monde fait ça et que c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a une tendance à un petit peu dévaloriser notre manière naturelle d'agir et d'interagir avec le monde. Néanmoins, pour ceux qui nous observent, ils peuvent être tellement sidérés qu'ils sont amenés à nous poser la question comment on a réussi à faire ça. Et souvent, nos réponses sont très, très pauvres en termes de description du comment on a réussi à le faire. Et probablement qu'il y a toujours un temps d'arrêt lorsqu'on nous pose la question comment tu as réussi à faire ça. Et ce temps d'arrêt est très signifiant quant à effectivement notre incapacité, tant qu'on ne s'est pas intéressé à cette question-là, notre incapacité à décrire de façon assez précise notre manière naturelle de faire et d'interagir dans le monde. Donc ça, c'est la question d'excellence. Alors, bien sûr, on ressort avec l'excellence, un des propos de l'excellence, c'est aussi de voir en quoi nous avons de la valeur et beaucoup de valeur. Et donc ça, probablement que si c'est un élément un petit peu nouveau, souvent on est assez habile à faire la liste de tous les défauts ou de tout ce qu'il faudrait améliorer chez nous, ou bref, de tout ce qu'on ne sait pas faire. Par contre, on se sent assez impuissant quant à la question de qu'est-ce que je sais bien faire et probablement pour lequel je suis soit irremplaçable, soit très, 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 très demandé. Ah, donc il y a des personnes qui posent la question, est-ce que j'ai des exemples d'excellence? Je peux peut-être donner ma propre excellence, mon propre mode opératoire. Je ne sais pas s'il sera très parlant parce qu'il est très conceptuel, mais néanmoins, c'est un exemple. Puis après, si dans l'auditoire, il y a des gens qui voudraient témoigner dans le deuxième temps de ce moment partagé ensemble, le micro est... vous pourrez le faire et ça pourrait être intéressant parce que ce sera d'autres exemples qui pourront peut-être plus vous parler. Alors, mon excellence, alors on a une petite habitude, une petite tradition, je dirais, lorsque l'on découvre son excellence ou qu'on fait un atelier de
de 2 jours sur le mode opératoire, de ramasser tout ce qui a été dit, de synthétiser dans une phrase qui n'est pas… la phrase, si vous voulez, ce n'est pas l'excellence en elle-même. La phrase, c'est juste une manière de synthétiser assez facile à mémoriser et qui en dit assez pour se faire une représentation assez claire et assez synthétique et assez concise de notre excellence. Donc, la phrase qui a été mise en évidence lorsque j'ai fait cet atelier de 2 jours avec Joël Guyon, qui est l'inventeur du modèle, ce génie français qui est l'inventeur du modèle, ce qui a été mis en évidence, c'est que j'ai l'art de révéler l'essence de la connaissance. Donc, l'art de révéler l'essence de la connaissance, l'essence dans le sens de l'essentiel de la connaissance. Alors, bien évidemment, ce n'est pas toute la connaissance. Il n'y a vraiment que 2 types de connaissances qui sont vraiment mes sujets phares. Le premier type, excusez-moi, de connaissance, c'est la connaissance de soi. Et le deuxième, c'est la connaissance de la transcendance. Alors, on peut y mettre ce qu'on veut. Il y en a qui mettent Dieu, il y en a qui mettent l'univers, il y en a qui mettent le mystère de ce qui est plus grand que nous. Peu importe, l'essentiel, c'est que ce qui est transcendant, c'est-à-dire ce qui dépasse la matérialité, ce qui dépasse notre monde physique, ce qui peut dépasser aussi l'entendement et la raison. Et mon objectif déclencheur, c'est de permettre à tout un chacun d'opérer une réconciliation avec soi, avec le monde et avec le mystère de ce qui est plus grand. Donc ça, voilà un exemple d'excellence, hein, je ne sais pas si c'est ou pas. Et tout à l'heure, ça serait intéressant parce que je vois qu'il y a des excellentes déjà, dont l'excellence a déjà été révélée, qui puissent nous faire part de leur propre excellence. Donc ça, c'est la question de l'excellence. Alors, bien évidemment, ça peut paraître de sortir au bout de 2 jours avec une espèce de phrase. Par contre, faites attention pour le moment à vos micros, s'il vous plaît, parce que j'ai une excellence, mais aussi j'ai des zones de travail, notamment quand il y a du bruit comme ça, mes neurones peuvent se croiser. Donc, je vous serais gré de faire attention à ne pas activer vos micros pour le moment. Ça me permettra de ne pas me perdre dans mes idées. Donc, je disais, ce qui peut pas, l'impression que ça peut donner, en tous les cas pour chaque personne qui ressort avec sa phrase, c'est que c'est un peu prétentieux. Et d'ailleurs, c'est un peu la remarque qu'on nous dit lorsqu'on demande aux personnes effectivement qui ont découvert leur excellence de le déclarer, c'est-à-dire de faire savoir au monde quelle est leur excellence, parce que dans le monde, il y a toujours des personnes qui ont besoin de nous, comme nous-mêmes avons besoin d'autres excellents pour pouvoir continuer à grandir, à nous déployer et continuer notre chemin qui est le nôtre. Et l'impression, en fait, elle est vraiment partagée par tous ceux qui passent l'excellence en pensant, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu prétentieux de me déclarer comme ça, j'ai l'art j'ai l'art, il y en a qui ont l'art de créer des cocons affectifs et sécurisants dans le but de restaurer la joie de vivre, par exemple. Il y en a qui ont des arts qui ont pour objectif de restaurer l'harmonie du monde, la beauté du monde. Et donc, il peut avoir cette impression, effectivement, de quelque chose de peut-être un peu plus grand que ce qui est la personne ou de ce qui est réellement l'excellence de la personne. Et Dieu soit loué, si je pouvais m'exprimer ainsi, c'est qu'une impression. Parce que, en général, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on déclare notre excellence ou notre art aux personnes qui nous connaissent après avoir passé justement cet atelier de 2 jours, les personnes qui nous connaissent bien, ils ne sont pas surpris et pour eux, en fait, c'est tout à fait ça. Et du coup, ce qui est intéressant à constater, c'est le gap entre notre propre impression d'être dans une forme probablement d'orgueil mal placé et l'impression que la mise en mots de notre excellence fait ou procure chez les personnes qui nous connaissent. Et vous voyez qu'il y a vraiment toujours un gap. Nous, on a l'impression de se la raconter, entre guillemets, et eux, en fait, ça leur paraît tout à fait normal. Vous avez toujours fait ça. Tout à l'heure aussi, je partageais avec une personne qui a passé son excellence et qui avait déclaré son excellence à sa maman, à sa mère, et sa mère a dit, en fait, tu fais tout le temps ça. Donc, pour la maman, c'était ni orgueilleux, ni prétentieux, ni de quelque chose qui serait de cet ordre-là. C'était, oui, ça reflétait bien, ça révélait bien ce qu'était sa fille.
Et c'est là, en réalité, où intervient notre deuxième sujet du jour, qui est la question de l'humilité. Donc, si je devais résumer en quelques mots, l'excellence, c'est finalement, en tant que MO2I, un modèle de connaissance de soi qui permet de mettre en mots, qui permet de révéler, qui permet de déclarer, qui permet de faire savoir quelle est la plus-value de chacun d'entre nous au monde. Ou dit autrement, en quoi nous avons beaucoup de valeur. En quoi chacun d'entre nous est un artiste, dans le sens où chacun d'entre nous a un art particulier dans lequel il est ou elle est très puissante. Elle est capable de faire des choses qui sidèrent les autres, qui laissent les autres sans voix, probablement qui laissent les autres admiratifs de ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est l'excellence. L'humilité, alors l'humilité, c'est un concept. D'ailleurs, initialement, c'est un concept philosophique. Certains le classent dans les vertus, donc dans quelque chose qui serait plus de l'ordre, on va dire, de la morale ou de la religiosité ou de la spiritualité. Peu importe, tout ça pour dire que l'humilité, c'est un principe, c'est un concept qui a fait réfléchir quand même des gens, soit des philosophes, soit des penseurs, soit des théologiens, soit des personnes qui tournent autour de la morale et de la vertu. Donc, probablement, c'est-à-dire un certain nombre de législateurs aussi. Alors, quand on revient au sens, je dirais, étymologique de cette humilité, ça renvoie à la notion de terre. Et là, on peut le comprendre parce qu'initialement, quand on dit là, ça revient à la notion de terre, donc la terre, le sol. La terre en tant que sol. Et là, il y a deux façons de voir. La première, ça serait d'y voir dans cette notion la notion de supériorité et la notion d'infériorité. La terre étant de l'ordre de l'infériorité et le ciel serait de l'ordre de la supériorité. Dans une espèce de mise en relation comparative entre deux choses qui, en réalité, ne peuvent pas être comparées, mais qui participent de ce qu'on peut appeler, en tous les cas, de ce que je peux appeler les principes de dualité, c'est-à-dire des éléments ou des choses qui marchent par couple. On ne peut pas parler de supériorité si l'infériorité n'existe pas et vice-versa. On ne peut pas parler d'infériorité si la supériorité n'existe pas. Donc, ça serait une première chose, une première façon de voir. Finalement, ça renverrait une notion de degré, ouais, ou de hiérarchisation. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on peut le voir en fait de façon assez, allez, je vais me permettre l'expression, finalement de façon assez terre à terre, pour essayer de comprendre en fait que cette notion d'humilité qui renvoie à la notion de terre veut tout simplement dire être être dans une position ou dans une posture conforme à la réalité des choses. Ouais. C'est ça, être terre à terre. Être terre à terre, c'est pas être inférieur. Être terre à terre, c'est juste être, je dirais, dans une position ou dans une place, c'est-à-dire ne pas planer, quoi. C'est ça, être terre à terre. C'est-à-dire être dans le concret, pas forcément dans le virtuel. Dans le concret, dans le pragmatique, dans ce qui est conforme à la réalité que nous sommes en train de vivre et avec laquelle nous sommes en train d'interagir. Donc, cette notion est intéressante aussi. Et en réalité, on va voir que la notion d'humilité, elle doit intégrer ces deux notions que je viens de citer. Donc, la notion on va dire, de supériorité et d'infériorité dans une espèce d'échelle de degrés, on pourrait dire de degrés hiérarchiques, pas forcément je dirais, d'être, mais plutôt de réalisation. Et la deuxième, c'est une forme de conformité au réel
et non pas qui s'oppose, je dirais, à une forme de virtualité, ouais, probablement qui se rapproche d'un fantasme. Ouais. Donc, quand on dit le terre-à-terre, c'est justement l'opposé, je dirais, contraire du fantasme. Le terre-à-terre, c'est le très concret, c'est ce qui est là et seulement ce qui est là. Je dirais le factuel. Le terre-à-terre dans le sens de le factuel. Et non pas le désirer, le fantasmer, le scénariser, l'imaginer dans notre esprit. Alors, l'humilité, ça s'oppose à l'orgueil ou à ce que certains appellent l'ego. D'ailleurs, il y a des ouvrages qui ont été écrits là-dessus. L'ennemi, c'est l'ego ou l'ego, c'est l'ennemi, enfin, quelque chose comme ça. L'ego étant compris ici, bien évidemment, comme la notion d'orgueil. Et l'orgueil, pour qu'on puisse savoir par opposition cette notion d'humilité, qu'est-ce qu'elle peut signifier, il faut qu'on s'intéresse à l'orgueil et ce qui va avec l'orgueil, l'imposture. Vous verrez que dans les deux, il y a des notions qui vont nous permettre de comprendre un peu plus profondément cette notion d'humilité. Alors, l'orgueil, c'est tout simplement le fait de se considérer plus grand, plus important, plus conséquent que notre propre importance, que notre propre conséquence, que notre propre réalité. Donc, c'est vraiment une croyance qui est probablement dans cette, je dirais, dans cette démarche d'orgueil, je vais le dire comme ça, il y a plusieurs étapes. Hein. La première étape, effectivement, c'est l'étape de la représentation. C'est-à-dire, c'est vraiment se voir plus grand qu'eux, plus important. Et quand on dit ça, on est déjà, vous voyez, on est déjà dans des éléments qui vont être très, en tous les cas, qui vont être signifiants pour nous sur le sujet qui nous rassemble ce soir, excellence et humilité. C'est que plus que, ça nous met déjà dans une forme de relation, de comparaison. C'est plus que quelque chose d'autre, plus que quelqu'un d'autre. Donc, cette croyance, c'est-à-dire cette représentation en nous, qui nous fait voir, chacune des personnes qui est touchée par cette, je dirais, par cette question de l'orgueil, comme étant plus grande, plus importante, plus conséquente, sous-entendu que les autres. Et les autres qui nous entourent. Et la difficulté d'une croyance, c'est qu'on ne peut pas l'enlever. Une croyance ne s'annule pas. Une croyance comment dire ça, ne s'enlève pas. Une croyance doit absolument être remplacée par une autre. Donc, une croyance peut être remplacée par une autre, mais en aucun cas, elle ne peut s'enlever, elle ne peut s'éliminer, on peut s'en débarrasser comme ça par je dirais, une simple volonté de l'esprit. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que la croyance n'acceptera jamais son statut de croyance. Et si vous voulez vous en être persuadé, vous avez juste à faire l'expérience avec une personne et vous lui dites la chose suivante lorsqu'elle vous dit quelque chose, ouais, mais ça c'est une croyance. Et vous allez voir sa réaction instantanée. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. En plus, ce qui était fou, c'est que j'ai fait l'expérience en expliquant ce que c'était qu'une croyance. Donc, une croyance, conformément, on va dire, à la définition classique, croyance dans le sens de représentation. Une croyance, en fait, c'est une conclusion que l'on est amené à tirer d'une expérience vécue. D'accord ? Et cette conclusion que l'on tire, elle nous permet de donner du sens à l'expérience vécue et on va avoir tendance à la généraliser. Et ça, je dirais, c'est le troisième élément qui rend le dos dur à la croyance, c'est qu'il suffit de deux occurrences, c'est-à-dire de deux expériences un peu similaires pour lesquelles nous avons tiré exactement la même conclusion pour qu'une croyance s'installe.
Donc, c'est une conclusion, effectivement, que l'on tire d'une expérience vécue. Mais c'est nous qui la tirons. Ça ne veut pas dire que l'expérience, la croyance n'est pas l'expérience. La croyance, c'est ce qu'on tire comme conclusion, parce que ça nous permet, nous, de donner du sens à l'expérience que l'on vient de vivre. Et le souci, c'est qu'on va avoir tendance à la généraliser. Et une croyance, une fois qu'elle est installée, donc ce que je vous ai dit, premièrement, elle ne va pas accepter son statut de croyance. Elle va dire non, mais moi, c'est des faits, c'est une expérience. Bah oui, c'est bien ça, une croyance, c'est une conclusion que tu tires sur une expérience. La croyance n'est pas l'expérience. Donc, n'acceptant pas son statut de croyance, elle va tout faire pour défendre sa position. Et ensuite, je dirais le quatrième effet qui se coule, entre guillemets, c'est qu'elle va nous servir après de grille de lecture de tout. Parce que la lecture que chacun d'entre nous fait du monde, elle est orientée par l'ensemble des croyances que nous avons sur nous, sur le monde, sur les autres, sur la vie, sur un certain nombre d'éléments. Et toutes les croyances que l'on a sur ces différentes choses va être notre grille de lecture du monde. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est éminemment subtil. Donc, quand je dis que l'orgueil, c'est une croyance que l'on a sur nous-mêmes, on ne peut pas ne plus être orgueilleux. Il faut absolument qu'on remplace cette croyance qui est le fait de se considérer plus important, plus conséquent, plus grand, plus brillant, plus intelligent, plus beau, plus bon, plus doux, bref, tout ce que vous voulez, plus, tous les plus, tous les superlatifs, d'accord, que les autres. Et ce faisant, se croyant de cette manière, on ne laisse plus de place aux autres. Et c'est pour ça que probablement un premier élément qui peut nous aider justement à travailler sur ces choses-là, c'est essayons d'être vigilants sur nous-mêmes, sur l'utilisation que l'on fait des superlatifs ou non. Et j'assure, moi j'ai fait ce travail quand j'ai découvert cette question-là, et c'est pas évident parce que au départ on pense qu'on n'utilise pas beaucoup de superlatifs, et après on se rend compte en fait quand on est vigilant que c'est quelque chose qu'on utilise pratiquement tout le temps. Donc ça c'est un indice, c'est des indices qui nous permettent de savoir est-ce que là par exemple la question de l'orgueil, etc., est une zone de travail pour moi. Donc, dit autrement, l'orgueil s'opposant à l'humilité, est-ce que l'humilité est une zone de travail pour moi ou pas? Et des fois, ce n'est pas forcément sur nous, mais ça peut être sur les autres. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des superlatifs pour les autres. Et même en réalité, dans l'utilisation du superlatif pour les autres, il y a une absence d'humilité. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi, de plus que, excuse-moi, à moins de connaître les 7 milliards et quelques d'êtres humains qui habitent le monde, et que tu as pu faire une comparaison extrêmement précise et objective, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas plus que la personne. Ouais. Donc, il y a du boulot, effectivement. Donc ça, c'est la question de l'orgueil. C'est vraiment la croyance que l'on a sur nous d'être plus. Mais notamment, en réalité, c'est plus important. Typiquement, un autre critère, par exemple, c'est se croire être le centre du monde. Là, si je vous le dis, vous allez me dire, non, mais il n'y a personne qui se croit être le centre du monde. Je vous assure que très subtilement, ça nous arrive de penser que nous sommes le centre du monde. Donc, se croire être le centre du monde, c'est quand même avoir des prétentions sur sa propre importance. Nous ne sommes pas le centre du monde. Donc, ça, c'est la question de l'orgueil. Après, bon, ce soir, je vais un peu vite, mais disons que si on a compris ça, on a compris déjà un certain nombre de choses intéressantes. Ensuite, il y a la question de l'imposture, qui est un petit peu différente. Parce que l'imposture, ce n'est pas une croyance. L'imposture,
Parce qu'une croyance, ça reste encore mental, ça reste encore dans l'intellect. C'est une croyance, c'est voilà comment je me représente, voilà l'image que j'ai de moi-même à l'intérieur de moi. L'imposture, c'est comment dire ça c'est une action. C'est l'action de se placer au-dessus des autres. Donc maintenant, quand je vous dis ça, vous comprenez le lien entre l'orgueil et l'imposture. C'est-à-dire, quand il y a de l'imposture, il y a forcément de l'orgueil. Toute imposture implique par voie de nécessité de l'orgueil. Parce que le fait que je me mette effectivement, factuellement, dans l'action, au-dessus des autres, implique par voie de nécessité que je me vois comme étant au-dessus des autres. Et donc, je pense être dans mon juste droit, dans ma juste fonction. Je pense être légitime, ayant une croyance vis-à-vis de moi qui est une croyance orgueilleuse, on va le dire comme ça. Je me pensant légitimement être au-dessus des autres, je vais passer à la deuxième étape, je vais me mettre au-dessus des autres. Et l'imposture, en réalité, c'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a deux étymologies qui se complètent et qui sont très intéressantes. Donc, dans imposture, il y a imposer. Donc, l'imposture consiste à s'imposer. S'imposer dans quoi? On va revenir à la deuxième étymologie, qui est l'étymologie de la posture et de la position. Donc, l'imposture, c'est le fait de s'imposer dans une posture, dans une position, dans un rôle, dans une fonction, dans une place dans laquelle nous ne sommes pas légitimes. Et pourquoi nous ne sommes pas légitimes? Parce qu'elle ne correspond pas à, je dirais, à la place qui nous rend chacun d'entre nous légitime lorsqu'on y est, c'est-à-dire elle ne correspond pas à notre excellence. Et ce qui correspond à notre excellence, c'est, je dirais, le fait que chacun d'entre nous est devenu expert du problème qu'il a rencontré entre 0 et 16 ans. Du ou des problèmes. En général, il n'y en a pas 50 000. C'est-à-dire, oui, il y a plein de petits problèmes, mais il y a un grand problème majeur et dans lequel chacun d'entre nous est devenu expert, et pas par le blabla, pas par le diplôme, non, expert parce qu'il a trouvé en lui les ressources nécessaires pour pouvoir dépasser ses difficultés, dépasser ses problèmes. Après, je vais répondre aux questions, si vous voulez bien. Donc, l'imposture, c'est vraiment ça. C'est s'imposer, c'est s'obliger aux autres, d'accord, dans une fonction dans laquelle nous ne sommes pas légitimes. Et nous ne sommes pas légitimes parce qu'elle n'est pas conforme à notre excellence. Elle n'est pas conforme à ce vis-à-vis de quoi nous avons dû faire face et que nous avons réussi à dépasser entre 0 et 16 ans et pour lesquels nous sommes devenus des experts. Donc, vous voyez que l'orgueil et l'imposture, ils sont liés. Et c'est l'orgueil qui mène à l'imposture. C'est parce que j'ai une croyance vis-à-vis de moi qui est telle que je vais m'imposer aux autres de façon outrancière. C'est-à-dire pour les autres, c'est outrancier, quoique. Et ça, je dirais quelques mots sur justement les plus grands drames de l'imposture ou de celui qui souffre d'imposture, c'est-à-dire de celui qui est dans cette position d'imposteur. Quel est son plus grand drame? Après, je vais en dire juste un petit mot. Mais ouais, ça va de pair. Ça va de pair. Donc, le lien que je pourrais faire avec le sujet, donc si on a bien compris que l'humilité, c'est l'absence d'orgueil et d'imposture. L'humilité, donc, c'est quoi? C'est avoir une croyance vis-à-vis de soi qui est conforme à notre propre réalité. Et c'est être à sa juste place dans le monde, conformément à la place, la fonction dans laquelle nous sommes légitimes. Et pourquoi nous sommes légitimes? Parce que nous sommes taillés littéralement, allez, on va le dire ça comme ça, par le destin entre 0 et 16 ans. Parce que, alors pourquoi je parle du destin? Parce que personne ne choisit la famille dans laquelle il naît, l'époque à laquelle il vit et les conditions de vie entre 0 et 16 ans. Tout ça, l'enfant le subit. Chacun d'entre nous avons subi, pas forcément de façon négative, attention. C'est-à-dire que
c'est quelque chose qui n'est pas choisi. Subi, ici, comprenez-le dans ce qui s'oppose à ce qui est choisi. Chacun d'entre nous a subi, je dirais, le contexte et l'environnement dans lequel il a évolué, il a grandi entre 0 et 16 ans. Et c'est le fait qu'effectivement, on ait construit ce mode opératoire dans une forme de résilience, dans une forme de maintien de la structure, dans une forme de survie, qui nous rend légitimes dans cette fonction, dans ce rôle, dans cette position, dans cette place dans le monde. Donc l'humilité, c'est tout simplement connaître sa juste importance, son juste degré de réalisation et sa juste place dans le monde. Il y a vraiment une question de justesse, ouais. Donc c'est pas être en dessous, parce que être en dessous, c'est pas de l'humilité. Être en dessous de sa juste importance, de son juste degré, de sa juste place, c'est être dans le gâchis. C'est gâcher sa vie. Et en réalité, probablement que la plus grande épreuve de chaque être humain sur Terre, c'est justement d'être ni dans le gâchis d'une vie, avec tout son potentiel, avec son excellence, etc., ni dans l'imposture, ni dans le fait de s'élever au-dessus des autres, ni dans le fait de se rabaisser en dessous des autres. Ouais, c'est être à sa juste place, avec sa juste mesure, la juste action, avec je dirais, la juste dose. Donc, c'est être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne action, de la meilleure des manières. C'est ça l'humilité. Au bon endroit, au bon moment, avec la bonne action, de la meilleure des manières. Ok, l'humilité, c'est exprimer légitimement son excellence. Yes, magnifique. C'est magnifiquement dit. J'aurais pas dit mieux. Alors, on va peut-être... Ah oui, non, il faut quand même que je fasse un lien. Donc, du coup, maintenant, c'est quoi le lien entre l'excellence et la notion d'humilité? Je crois que déjà, la dernière remarque que j'ai lue dans le chat, pour moi, résume bien. Donc, si on dit que l'humilité, effectivement, c'est exprimer légitimement son excellence, on voit le lien entre excellence et humilité. Donc, ouais, attention, l'humilité, c'est un travail. C'est ça que je veux dire. L'humilité, attention, c'est pas dire je suis nul, je suis un bon à rien, j'ai aucune plus-value dans le monde, je suis rien du tout, je suis petit. Non, ça, c'est pas de l'humilité. Ça, c'est du gâchis, c'est du déficit. C'est alors en arabe on dit c'est du khusran. Donc c'est vraiment le fait de gâcher une vie qui aurait servi à autre chose plutôt que se lamenter et se dévaloriser. Donc ça devient un devoir. Et effectivement, l'humilité. Donc c'est pour ça, je vous dis que ça a été une question vraiment philosophique, normative. Les gens de la loi se sont interrogés sur la question d'humilité. Les gens de la morale se sont intéressés sur la question d'humilité. Parce que pris comme ça, on pense que sans plus, c'est bien d'être humble. Non, en fait, l'humilité est un devoir. Parce que tant qu'on n'est pas humble, ça veut dire qu'on n'est pas à notre juste place. Et quand on n'est pas à sa juste place dans le monde, on participe, conscient ou inconsciemment parlant, au chaos dans le monde. Le chaos, c'est lorsque plus personne n'est à sa juste place dans le monde. Et je veux dire, l'histoire quand même nous a appris que quand on n'est pas à sa juste place, on participe, bon gré mal gré, à une forme de désordre et de chaos dans le monde. Donc effectivement, ça devient un devoir. C'est pas quelque chose en plus. Donc vous voyez, reconnaître sa propre excellence, reconnaître l'endroit où nous sommes légitimes, où nous sommes puissants, où nous sommes capables de faire des choses qui peuvent sidérer les autres, qui peuvent vraiment probablement aussi les émerveiller, les rendre admiratifs, d'accord? Parce qu'eux non capables de le faire. Il y a quand même, c'est en soi une forme d'humilité dans le sens où je sais qu'à un autre endroit, je ne suis pas puissant. Donc, je ne vais pas tenter de m'imposer
à une autre place dans laquelle, en fait, c'est un autre excellent ou une autre excellente qui doit assumer sa fonction. C'est pour ça que reconnaître sa propre excellence et reconnaître l'excellence des autres est en soi, normalement, un acte d'humilité, parce que je reconnais ma propre grandeur, et reconnaissant la grandeur de tous les autres, je reconnais ma petitesse à cet endroit-là. Je reconnais ma petitesse à cet endroit-là. Et à l'endroit où je ne suis pas excellent, effectivement, là, je dois être dans une forme d'humilité extrême. C'est-à-dire, je dois reconnaître que c'est un endroit où je ne suis pas excellent. Et tant mieux, parce qu'il y a d'autres personnes qui le seront. Et le monde, en fait, il est bien fait pour que si tout le monde est à sa juste place, on peut finalement restaurer cette beauté, cette beauté du monde, mais je parle moi de la beauté du monde humain. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas forcément de la beauté du monde de la nature. Je parle vraiment de la beauté humaine, la beauté originelle de l'humain. Donc voilà le lien qu'on pouvait faire entre l'excellence et l'humilité. Alors je vais répondre parce qu'il y avait des questions. Je me suis dit que j'allais faire très court ce soir, mais finalement on n'y arrive pas. Alors, tac, je vais revenir. Ok, donc ça c'était bon, on remplace une croyance. Ok, ça c'est bon. Ok. Alors, comment trouver un juste équilibre dans ce concept d'humilité tout en se disant que Dieu nous a donné de la valeur pour ne pas être orgueilleux? Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? Parce que vu que la question, ça fait plus de 10 minutes qu'elle a été posée. Je pense que oui. Enfin, en tout cas, j'espère. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vais essayer d'y répondre plus précisément ou en tous les cas avec des éléments un peu plus contentants. Juste équilibre dans ce mot, tout en disant que... Ok, comme ça, c'était juste... Est-ce qu'il y aura un replay? Yes, bien là, il y aura un replay. L'imposture ne nous questionne pas sur la peur de l'orgueil. Le problème, alors, c'est une très, très bonne question. Parce que, si vous voulez, on a dit que finalement, l'enjeu pour tous les êtres humains, c'est d'être dans cette forme d'équilibre, c'est-à-dire être dans la négation des deux extrêmes. Le premier extrême étant l'imposture et l'orgueil qui vont ensemble. Hein. D'accord toute imposture implique par voie de nécessité au préalable une forme d'orgueil, c'est-à-dire une forme de croyance sur soi qui n'est pas conforme à notre propre réalité. D'accord? Ça, c'est un premier extrême qu'il faut essayer qu'il faut fuir, dont il faut je dirais, s'éloigner le plus possible. L'autre extrême, c'est ce que j'appelle le gâchis ou le déficit. C'est-à-dire qu'on a effectivement un don. Est-ce que vous pouvez éteindre les micros? Bon, je vais faire désactiver le son. On a une excellence, parce que tout le monde a une excellence, c'est-à-dire qu'on a une vraie plus-value, un vrai don à partager au monde, une vraie grâce dont le monde a besoin. Et en fait, n'assumant pas notre juste place, on va avoir tendance justement en n'assumant pas notre place, être dans une forme de déficit. C'est-à-dire, entre guillemets, qu'il y a un manque à gagner, puisque la personne pourrait, comment dire ça, pourrait impacter le monde, aider des personnes, faire des choses, et elle ne les fait pas. Et ce faisant, probablement que ça me rappelle une phrase d'un maître spirituel qui disait œuvrer pour les gens, œuvrer pour que les gens nous voient œuvrer, c'est de l'ostentation. Ne pas œuvrer aussi sous l'influence du regard des gens, c'est aussi de l'ostentation. Et il avait très très bien illustré ces deux extrêmes, vous voyez. Donc l'ostentation qui va bien évidemment avec l'orgueil et l'imposture. Et puis le fait de délaisser l'œuvre pour les autres, à cause du regard des autres, à cause d'autrui, c'est aussi une forme d'ostentation. Alors, bien sûr, ce n'est pas une ostentation d'imposture, c'est une ostentation, je dirais, de déficit. Alors, du coup, quand on sort de son excellence, on tombe dans l'imposture. Ça, c'est clair, net et précis.
Je dirais que le troisième effet qui se coule de ne pas assumer sa juste fonction sa juste place dans le monde, vous savez très bien que la nature a horreur du vide. Donc, si vous n'occupez pas votre juste place, vous trouverez toujours un imposteur qui viendra occuper votre place. Donc, c'est quand même donner une permission à quelqu'un d'être dans une forme d'imposture et ce n'est pas forcément très positif, ni pour soi, ni pour l'imposteur, ni pour le monde. Ok, du coup, on peut passer au Hamodesi dès 17 ans. Et exactement, on peut passer dès 16 ans en réalité. C'est plus ou moins 16 ans. Moi, je sais que je me suis permis de faire passer l'excellence à mon neveu qui n'avait pas encore tout à fait 16 ans. Et ça marche en fait. On n'est pas à quelques mois près. Alors, tac, 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 tac. On peut vraiment parler d'expertise par la juste expérimentation entre 0 et 16 ans. Alors, expert du problème que l'on a rencontré, du gros problème qu'on a rencontré entre 0 et 16 ans, bien évidemment. On a une forme d'expertise. Attention, après, c'est-à-dire qu'on a une forme d'expertise dans la manière de gérer ce problème. C'est-à-dire on sait très très bien le gérer, on le gère rapidement, facilement, ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts, nous. Pour les autres, probablement que c'est insurmontable, et pour nous, c'est facile. Alors, bien évidemment, plus on va évoluer aussi dans le temps, plus on sera puissant dans la résolution de ce problème-là. Mais ça ne change pas le fait qu'on est déjà expert. L'expertise, d'ailleurs, ce serait une question intéressante. On pourrait faire d'ailleurs, ça me fait penser à un sujet de live qui serait pas inintéressant sur justement l'excellence, l'expertise, la maîtrise, ouais, toutes ces notions-là qui des fois peuvent porter à confusion. Ok, ça devient devoir, nickel. Alors, c'est être dans le déni de son excellence, exactement, ok. Alors, Omar qui disait que l'humilité ne consistait pas à rabaisser les têtes. Exactement, l'humilité, c'est pas rabaisser la tête. C'est ni bomber le torse comme un coq, et soit dit en passant, l'emblème du COP est très signifiant. Alors, il faut savoir que dans d'autres contrées du monde, vraiment, la France est vraiment considérée comme étant un pays d'imposteurs. Et probablement que l'emblème du coq, il en dit déjà long. Donc, c'est ni bomber le torse comme un coq, ni effectivement rabaisser la tête, voulant signifiant qu'on n'a pas notre place dans le monde. Non, chacun il a sa place dans le monde. Il suffit de la connaître et de l'assumer totalement. Yes, donc c'est effectivement un hadith qui est complètement dans le thème. Alors, participation à l'imposture, quand on ne fait pas son excellence, c'est juste grave quand on prend conscience du fait que le participe. Il y a exactement, bien sûr, bah oui. Bah oui, c'est pour ça que c'est pas une petite chose, c'est-à-dire mieux se connaître, ça a toujours fait partie, je veux dire, les philosophes, ils en ont parlé de tout temps, les spiritualités, les religions, la connaissance de soi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des fondamentaux, des devoirs fondamentaux de chaque être humain. Après, il essaie de voir qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui lui permettrait de mieux se connaître. Hein. Moi, je prétends pas que le MO2I, ce soit l'alpha et l'oméga. C'est un modèle, il a une forme de pertinence quand il s'agit de l'action. Il ne dit rien sur la personnalité, on va dire, psychologique de la personne. Hein. Il dit beaucoup sur l'action. C'est un modèle qui permet de mieux se connaître. Ce n'est pas le seul. En tous les cas, il y a un devoir, effectivement, de mieux se connaître pour ne pas tomber, effectivement, dans l'imposture et donc de ne pas participer au chaos dans le monde. Alors, attention, quand je rigole, c'est pas un rire moqueur, hein, ça me fait sourire. Parce que la question, elle est intéressante. Alors, une fois qu'on sait dans quoi on excelle, on fait quoi? On met en œuvre son excellence et on assume complètement son excellence. Et surtout, on ne tombe pas dans la posture. Il y a des personnes qui ont passé leur excellence et qui vraiment, ils ont tellement des croyances sur eux-mêmes qu'ils ont l'impression qu'avec leur excellence, ils sont capables de faire tout. Donc, connaître son excellence, c'est pas suffisant. Après, il faut l'assumer conformément à ce que dit notre excellence et non pas conformément à ce qu'on a envie de lui faire dire. Donc là, il y a même un risque d'imposture, même pour ceux qui ont passé leur excellence. Exactement, la question du juste milieu. Une involution, ok. Vive la Rahma, on est d'accord. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, repréciser cette question des 0 et 16 ans? Alors, je disais rapidement, parce que ça nécessiterait au moins une conférence d'1 heure pour vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'entre 0 et 16 ans, ça se construit. Mais donc, je peux
repréciser ce que j'entends par le 0-16 ans. Alors, pour des raisons physiologiques, émotionnelles et spirituelles, à plus ou moins 16 ans, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire une vraie transformation, un vrai changement de cap qui s'opère chez tous les êtres humains, qui fait que, je dirais, tous les chemins, que ce soit les chemins au niveau des neurones, que ce soit les chemins, je dirais, comment on pourrait dire ça, les voies qui nous amènent vers telle émotion, en fait, elles sont vraiment gravées comme dans le marbre. Ce qui fait qu'entre 0 et 16 ans, si vous voulez, je vais pouvoir l'illustrer avec l'enfant qui apprend à marcher. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué, en fait, il n'y a pas un enfant qui apprend à marcher comme un autre. Et en fait, l'enfant, dès qu'il trouve une technique qui l'aide mieux à mieux avancer, à être mieux debout, mieux en équilibre, et ben en fait, il va s'y cramponner. Il va la répéter tellement de fois qu'après, en fait, ça va devenir une habitude, ça va devenir un automatisme. C'est-à-dire qu'il va le faire de façon inconsciente. Et ben le mode opératoire, c'est exactement la même chose. C'est que face à des situations difficiles, on a trouvé une manière de faire qui nous a permis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 100 fois, de nous sortir de cette situation difficile. Et en fait, notre corps, l'entièreté de notre corps, que ce soit le corps physiologique, le corps émotionnel et le corps spirituel ou bien intellectuel, il l'a gardé en mémoire. Ce qui fait que, à chaque fois que nous sommes dans une situation qui est similaire, de près ou de loin à la situation qui nous a poussé à agir de telle manière, eh ben, on va se déclencher, littéralement. C'est pour ça qu'on appelle ça un contexte déclencheur. Et on va agir exactement de la même manière. Et ça se produit entre 0 et 16 ans. Et lorsqu'effectivement, je dirais, les chemins, voilà, ils sont tracés, et qu'il y a un certain nombre de transformations physiologiques au niveau des hormones, au niveau des neurones, au niveau des chemins des émotions, au niveau des chemins du raisonnement et de l'analyse. Une fois que ça s'est tracé à 16 ans, bah, ça reste gravé jusqu'à la fin de la vie. Donc, c'est-à-dire, on interagira toujours de la même manière. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que notre impact ne sera pas de plus en plus puissant. Bien évidemment que oui, notre impact sera de plus en plus puissant. Par contre, notre manière de faire, elle sera toujours la même. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours la même manière de comprendre la situation, on va avoir toujours la même manière de créer des solutions et on va avoir toujours la même manière de les mettre en œuvre. Lorsqu'on est dans notre excellence, attention. C'est-à-dire lorsqu'on nous laisse agir de manière naturelle. Si on nous impose une manière de faire, on n'est pas dans notre excellence et probablement c'est caractérisé par l'absence de fluidité, la difficulté, la production d'un effort des fois surhumain. Ouais, si vous voulez, quand vous êtes en fluidité, en élégance, c'est facile pour vous, ça ne vous nécessite aucun effort, ça veut dire que là vous êtes en mode excellence. Et c'est vrai pour tout, l'apprentissage, le professionnel, le voyage, bref, le projet, peu importe. Alors, le fameux connais-toi toi-même. Yes. D'ailleurs, connais-toi toi-même et tu connaîtras les cieux et les dieux. Hein. Ça, c'est un vieux dicton des philosophes grecs. Hein. On a, je dirais, dans la tradition spirituelle musulmane aussi, hein, Man arafa nafsahu arafa rabbah. Celui qui se connaît bien, il peut connaître son maître et son enseignant et son créateur. Alors, d'où l'importance de faire également la genèse. Exactement, la genèse, bah oui, la genèse, effectivement, c'est que quand on fait l'atelier, on ne s'intéresse pas aux 0-16 ans, hein, d'accord? On s'intéresse juste à essayer de découvrir, mettre des mots sur l'excellence. Et après, effectivement, il y a ce qu'on appelle un entretien de genèse ou l'axe de cohérence, où là, on va dépoussiérer les vieux dossiers entre 0 et 16 ans pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que on a construit telle ou telle excellence. Alors, on a déjà donné transformer l'excellence en quelque chose d'utile pour la Oumma. Et comment transformer l'excellence en quelque chose d'utile pour la Oumma? Bah, probablement en participant au fait que de plus en plus de personnes prennent conscience de leur propre excellence,
et qu'elles l'assument complètement, ça permet à de plus en plus de personnes d'être à leur juste place dans le monde, et probablement que ça aura un effet un peu contagieux, bismillah, parce qu'effectivement, lorsqu'on est dans son excellence, ouais, on arrête de travailler, on s'amuse. Je sais que moi, j'ai arrêté de travailler il y a très longtemps. Je passe mes journées à m'amuser. Là, je ne suis pas en train de travailler, je suis en train de m'amuser, à passer un moment autour de certains concepts avec des personnes, machallah, qui apportent leur énergie, leur lumière, leur enthousiasme. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est contagieux. Ouais. Donc, plus il y a des gens qui vont s'amuser tout en étant dans une forme de sérénité financière, bah, plus ça va donner envie aux autres d'être aussi dans leur excellence, donc de la découvrir, de l'assumer, de la mettre en œuvre, etc. Dans un espèce de cercle vertueux comme ça, de contagieux d'excellence. Yes, tout à fait. Notre référence essentielle se situe entre 0 et 16 ans. C'est ça exactement que je voulais exprimer, même si je n'ai pas utilisé ces mots-là. Alors, exemple, je suis débrouillard. En quoi c'est utile pour la Oumma? Ok. Et assumer sur les gens. Ah non, nous on parle d'excellence, on ne parle pas je me débrouille. Hein. Après, peut-être que votre excellence, c'est d'être en capacité de trouver une solution, peu importe les situations dans lesquelles vous êtes, avec ce que vous avez sous la main, etc. etc. Donc, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, pour moi, il y a vraiment des étapes. C'est j'identifie, je nomme mon excellence. Ensuite, je la fais savoir au monde. Ouais. Parce qu'une excellence, ça ne s'impose pas. Il ne faudrait pas non plus tomber dans l'imposture et imposer son excellence à qui veut l'entendre. C'est vraiment faire savoir son excellence au monde et attendre qu'on nous sollicite. Vraiment être dans cette démarche d'être sollicité, non pas être dans une démarche proactive de viens par là, je vais t'apprendre la vie. Donc c'est tout bête, c'est attendre qu'on nous demande des conseils et non pas être dans une posture proactive là, de distribuer des conseils à la moindre personne qu'on rencontre. Et ça me rappelle d'ailleurs une phrase je pense, de Paulo Coelho, donc celui qui a écrit L'Alchimiste et d'autres d'ailleurs, hein, le manuel du gars et de la lumière, etc., qui disait, au mot près, je ne suis pas au mot près, attention, plus ou moins ce qu'il disait, je vais un peu résumer ce que j'ai compris moi de ce qu'il a dit. Celui qui est dans le chemin de sa légende personnelle, parce que lui il appelle ça comme ça, la légende personnelle, l'univers conspire en sa faveur. Et effectivement, lorsqu'on est vraiment dans cette démarche de je découvre pourquoi je suis fait, j'assume complètement et je le fais savoir, les portes elles s'ouvrent mais de manière insoupçonnée. Je peux donner des exemples. Moi, je sais que quand j'ai fini mes études, on va dire aller dans la spiritualité musulmane, en fait, quand j'ai atterri à Paris, en fait, j'ai été contacté. C'est pas moi qui étais dans une posture proactive de sollicitation de poste d'enseignant, mais il y a 4 instituts qui m'ont contacté pour enseigner au sein de leur institut. Et franchement, c'était pas attendu, c'était pas soupçonné, c'était pas prémédité, c'était pas du tout voulu. Et je vous assure que vraiment, quand on se cramponne à être vraiment à sa juste place, il y a des portes incroyables qui s'ouvrent dans le chemin. Donc, c'est pour ça que Paulo Coelho, il a très bien résumé. L'univers conspire en notre faveur. Tac, tac, tac. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Toutes les remarques étaient vraiment très intéressantes. Cela crée l'homéostasie et élève le niveau de conscience globale. Magnifique. Alors, comment faire savoir au monde notre excellence? Aujourd'hui, on a plein d'outils pour faire savoir. Alors, probablement, dans un premier temps, c'est de faire savoir à nos cercles proximaux, à nos premiers réseaux, et puis, par effet de ricochet ou par effet boule de neige, j'ai envie de dire, on va trouver des moyens de faire savoir au monde notre excellence. Après, bien évidemment, aujourd'hui qu'on a beaucoup d'outils pour faire savoir au monde notre excellence. J'entends par là des outils qu'il faut pouvoir maîtriser et utiliser, qui sont les réseaux sociaux, tout ce qui est lié à l'Internet. Et probablement que c'est un très, très bel outil en réalité, parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut savoir à l'autre bout du monde notre excellence
sans avoir besoin de se déplacer, avec des outils qui sont maintenant qui sont faits de telle sorte qu'ils soient de plus en plus aisés et faciles à prendre en main. Donc, on peut utiliser ces outils-là. L'essentiel, c'est les utiliser à bon escient. C'est qu'ils restent dans nos... C'est-à-dire qu'ils soient à nos services et non pas se mettre au service de ces outils-là. Parce que ça aussi, ça peut être un piège. Alors, jusqu'à mes 17 ans à peu près, j'étais excellente à l'école. Ah, il y en a qui veulent pour qu'on passe leur excellence maintenant, là, ce soir, en direct live. J'étais excellente à l'école, sans effort. J'ai en revanche souffert des moqueries que je ne comprenais pas. Les adultes se confiaient à moi et je me sentais démuni, mais à l'aise. Donc voilà, un sentiment un petit peu étrange entre et démuni et aussi à l'aise en même temps. Ça peut être des exemples d'excellence. Probablement que derrière, c'est-à-dire derrière ce que tu nous partages, et je te remercie d'ailleurs de nous partager ça ce soir, derrière cela, il y a probablement quelque chose qui est de l'ordre de l'excellence. Par contre, c'est pas une excellence en soi. C'est-à-dire d'avoir des bonnes notes à l'école, c'est pas une excellence en soi. Probablement le fait qu'il y a des personnes, notamment des adultes, qui viennent se confier à toi. Ok, donc ça, c'est déjà des indices que probablement derrière une excellence. Mais après, on ne sait pas encore ce que c'est. Non, il faut vraiment passer l'atelier de 2 jours. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous faites la formation MO2I à distance? Yes, on fait à distance. D'ailleurs, la dernière fois, alors si je ne m'abuse, je ne sais pas si j'ai cru voir tout à l'heure une personne qui était là. Bref, la dernière fois, on a pu faire pour la première fois un atelier hybride. Alors, qu'est-ce que j'entends par atelier hybride? Hybride, plutôt, excuse-moi. C'est qu'il y avait des personnes en présentiel, donc dans nos bureaux à Montreuil, et puis il y avait une personne en live sur Zoom. Et on avait assez de matériel audiovisuel pour que l'atelier se passe très très bien et que ce soit les personnes présentes, ils pouvaient échanger, voir la personne qui était en ligne. La personne qui était en ligne, elle pouvait échanger et nous voir. Et ça s'est très, très bien passé. Donc, probablement qu'on va multiplier d'ailleurs ces ateliers hybrides où il y aura une partie des stagiaires qui seront présents physiquement et une partie des stagiaires qui seront en ligne sur Zoom. Et ça marche très, très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si la personne est là, mais je pense que ça s'est très, très bien passé pour elle et elle a pu passer son atelier de 2 jours malgré la distance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, à l'aise dans l'écoute des adultes, je veux dire, mais démunis de ne pas pouvoir apporter. Ok. Bon, je sais pas, il y a des questions ou d'autres remarques? On a passé là. Hein. Je ne pensais pas qu'on allait passer autant de temps ensemble. En tous les cas, c'était quand même plaisant pour moi. Alors, concernant je dirais l'investissement, je n'aime pas parler de prix pour l'atelier, non pas parce que ça me paraît être de quelque chose qui est d'un ordre différent. Alors, initialement, l'atelier de 2 jours, sans passer par les différentes possibilités de financement via le CPF, et d'ailleurs pas que le CPF, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi à faire financer, non pas par le CPF, mais par d'autres voies. Mais si ça passe pas effectivement par le CPF ou les autres voies, l'atelier de 2 jours, l'investissement, il est de 1 200 € TTC. Alors, juste une précision quand même sur cet investissement. Alors, il faut savoir que Excelar, quand elle fait des ateliers et qu'elle propose des ateliers de découverte de connaissance de soi du MO2I, en fait, on n'est pas libre de, comment dire ça, de définir la hauteur de l'investissement. C'est-à-dire que l'atelier à 1 200 €, c'est quelque chose qui a été décidé par l'Institut du mode opératoire. Et donc, en réalité, toutes les personnes qui se sont formées au mode opératoire, donc moi, je me suis formé au mode opératoire, et qui sont légitimes pour pouvoir faire les ateliers, ils sont soumis, je dirais, allez, je vais le dire comme ça, à la tarification qui a été fixée par l'Institut du mode opératoire. Donc, pour répondre, c'était pour que la réponse soit un peu plus complète, c'est 1 200 € si vous avez
aucune possibilité de le faire financer. Si vous avez du CPF, maintenant, on a une manière de le faire financer par le CPF. Ou peut-être si vous êtes dans une autre situation, c'est pas impossible qu'on essaie de voir quels sont les autres aussi, parce qu'il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres voies de financement qui sont possibles, parce qu'on l'a déjà fait avec des stagiaires. C'est pour ça que je vous dis ça. Ah, donc S, alors je ne sais pas c'est qui S, mais bon. Chères sœurs, chers frères et chères sœurs, effectuez votre MO2I avec Ravti, vous apportera sérénité, réconciliation, compréhension sur votre présence sur Terre pour être en Rahma. Ok. Bah, écoute, je te remercie, je ne sais pas qui tu es, mais… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais vous mettre ici un lien. Et donc, alors, c'est un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique de, je pense, de 30 minutes, 3/4 d'heure, avec Nasser Azinbi pour justement pour échanger, pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que en fonction de votre situation, est-ce que c'est de l'atelier que vous avez besoin ou d'autre chose? Parce que il y a des personnes, en fait, c'est pas forcément de l'atelier qu'ils ont besoin tout de suite. Donc, bien sûr, on veille à ce que l'atelier corresponde bien aux besoins de la personne, du moment. Et puis après, quelles seraient toutes les possibilités de financement si ça correspond bien. Donc, c'est pour ça que je vous propose de prendre un créneau pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient avoir plus d'informations. Donc, prendre un créneau téléphonique et échanger avec Nasserat sur toutes ces questions-là. Alors, bien sûr, on reste aussi joignable par mail, donc à contact@excelart.fr. Si vous avez des questions, des sollicitations, des requêtes. Et puis, on sera peut-être amené à se revoir sur un autre live pour un autre thème. Je sais qu'il y avait un thème que je voulais aborder. Alors, je ne sais pas, je peux peut-être poser la question ce soir, est-ce qu'il vous intéresse ou pas? Comme ça, s'il ne vous intéresse pas, il faudra choisir un autre thème. J'aurais vraiment voulu faire un live sur l'excellence et la question de la motivation. Alors, vous savez que la motivation, c'est un vrai sujet. On a ce qu'on appelle les circuits de la motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé ou pas? Et en fait, j'aurais voulu faire quelque chose entre la notion d'excellence et en quoi, en fait, finalement, l'excellence participe à cette question de la motivation, qui est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que les entreprises essayent de mettre en place des choses pour motiver leurs troupes, entre guillemets, à être enthousiastes, à en vouloir, à donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont au sein de l'entreprise. Et ça veut bien dire que c'est un vrai sujet qui probablement nécessite un partage et nécessite un live. Refaire le MO2I en personne ressource, c'est-à-dire… Et après, on arrêtera là, comme ça, je ne vais pas trop vous retenir. Non, il n'y a pas de… Eh bien, écoutez… Ah, d'accord. Alors, oui, quand vous avez déjà fait votre… Comment dire ça? Quand vous avez déjà fait votre excellence, vous avez déjà fait un atelier de 2 jours pour découvrir votre excellence, vous avez le droit, en fait, de revenir pour être observateur, observatrice, c'est-à-dire participer à un atelier avec d'autres stagiaires dans lequel ces autres stagiaires vont découvrir leur excellence, mais être dans une autre dynamique, c'est-à-dire une dynamique être observateur. D'accord, ça c'est possible. Après, bien évidemment, si vous serez toujours accueilli par des personnes qui ont déjà passé leur excellence. Et puis, ouais, ça peut être quelque chose sur lequel on peut réfléchir, c'est effectivement sur le fait d'être une personne ressource
pour accueillir entre guillemets, les nouveaux stagiaires. Ok, bah écoutez, je vous remercie du fond du cœur pour la présence et le temps consacré à m'écouter, hein, parce que ça ne va pas être évident. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, soit dans un atelier, soit dans un autre live, soit lors d'une autre opportunité de partage autour de sujets qui nous permettent de tous grandir, chacun conformément au chemin qui est le sien. Et puis, bah, je vous souhaite une très, très belle fin de soirée à vous tous. Euh, et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très belle soirée à tout le monde.